Salut à tous. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une petite vidéo d'analyse d'un incident qui s'est passé sur ma dernière plongée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis plongeur caméraman de nuit en solitaire en Méditerranée. Je vous invite à aller explorer ma chaîne pour y découvrir les vidéos précédemment publiées. Au cours de cette vidéo, et pour la première fois sur cette chaîne, je vous réserve une petite surprise en rapport avec le métier de corailleur. Si vous cliquez sur le lien en haut à droite, vous y découvrirez un petit reportage sur ce métier de guerrier de la mer. À ce stade de la vidéo, je tiens à vous préciser que la plongée hors structure est régie par les lois du pays et non par le code du sport. Il est cependant impératif d'être formé et préparé pour ce genre de plongée. Rarement comprise et souvent stigmatisée, je pense personnellement que c'est seul face à soi-même et contre les éléments que le plongeur solo tire les plus belles leçons. Je vous emmène à présent dans le sud de la France, sur un site du bord qui s'appelle la Couronne Vieille. C'est une petite plage tranquille qui permet une mise à l'eau en toute sécurité. Pour établir le contexte, nous sommes le 14 mars 2024 et ma dernière plongée date de 7 jours avant. Cet hiver ne s'est pas passé comme les autres pour moi puisque j'ai arrêté la plongée pendant 6 mois dans le but d'étudier un aspect particulier de ma santé qui fera l'objet d'une vidéo dédiée à ce sujet. Donc le 7 mars, il y a une semaine, c'était de nuit et je suis resté 1 heure en surface pour des petits réglages sur le matériel. Et ensuite j'ai fait une immersion de 1h27. Contrairement à tous les autres hivers, cette année je n'ai pas fait d'entraînement à l'hypothermie. Et je suis ressorti de cette plongée en difficulté à cause du froid. La préparation physique et mentale est responsable d'une grande partie de la sécurité du plongeur. Côté matériel, et dans le but d'ajouter 20 mètres à la profondeur maximale habituelle, j'ai effectué un changement complet de mon setup, remettant ainsi en question toutes les habitudes que j'avais acquises lors de ces dernières années. Le but de cette journée est de tester un DPV. C'est un propulseur sous-marin de marque Aquazep LT30 qui date environ des années 60 et qui m'a demandé beaucoup de temps pour le rénover. Quand on a des moyens limités, ça implique de faire les choses soi-même avec bien souvent du matériel technologiquement dépassé. La flottaison et le trim, c'est-à-dire la position sous l'eau, de ce DPV est très importante et le début de cette plongée y est totalement dédié. Je suis conscient d'être hors de ma zone de confort puisque je n'ai aucune habitude avec mon nouveau matériel et que c'est la première fois que je pilote ce genre d'engin. La qualité de mon travail de rénovation va donc être déterminante pour la suite de cette journée. Concernant cette mécanique d'un autre âge, les risques sont multiples. Il peut y avoir une fuite, ajoutant 25 kg de lestage à mon équipement. Il peut aussi imploser, tomber en panne au moment où je suis le plus loin de la côte, et la vitesse maximum rester enclenchée contre mon gré, me mettant en difficulté. Le but étant aujourd'hui de tester pour la première fois de ma vie ce matériel. Si ce test se déroule bien, il me permettra de connaître l'autonomie de la batterie au plomb et la distance que je peux effectuer sous l'eau à la vitesse maximale. Cette plongée est donc déterminante pour toutes les autres plongées qui vont suivre. Une fois le test en configuration légère terminé, il reste 80% dans la batterie et je m'équipe. Sur cette nouvelle configuration, qui est un peu plus lourde que la précédente, j'ai 3 bouteilles dans le dos, tenues par une Super Wing qui m'offre une redondance de flottabilité grâce à sa double vessie. Pour dépasser les 60 mètres de profondeur en solo, il est pour moi impératif d'avoir le matériel nécessaire pour pouvoir remonter en cas de problème. Un autre changement majeur sur le recycleur, j'ai enlevé un raccord rapide, un robinet quart de tour, ajouté un injecteur pour une entrée de gaz externe, une cellule supplémentaire, et la lecture de la pression partielle d'oxygène se fait sur un Shearwater Predator qui m'offre le calcul de la décompression sur la PPO2 réelle. On voit donc sur la main droite l'ordinateur principal pour l'affichage de la PPO2 et sur la main gauche l'ordinateur redondant qui lui n'est pas connecté. J'ai aussi ajouté une petite bouteille carbone de 2 litres pour l'oxygène pur pour le recycleur et sous le bras gauche une bouteille dédiée uniquement à la décompression entre 0 et 6 mètres avec aussi de l'oxygène pur permettant une redondance en cas de panne sur la précédente petite bouteille. Pour cette configuration lourde, j'ai donc 6 bouteilles et 5 gaz différents, dont du trimix normoxique et hypoxique. Avec l'utilisation de ce dernier mélange gazeux,
il est très important pour moi d'avoir un second circuit d'oxygène au cas où le premier tombe en panne. J'ai encore quelques modifications à faire, notamment sur le routage des tuyaux. On les voit dépasser un petit peu à ma droite, mais sinon tout le reste de ma préparation commence à être bien réglé. Et c'est parti pour l'aventure. J'aimerais prendre un instant pour remercier du fond du cœur tous ceux qui m'ont aidé au niveau matériel, formation, préparation, et notamment Marc Langler, chasseur d'épaves, qui me permet aujourd'hui d'utiliser une partie de son matériel que je fais replonger avec plaisir. J'ai la chance d'être accompagné par certains des meilleurs plongeurs du monde, et sachez que vous avez toute ma gratitude. Concernant l'évolution de cette journée, vous savez que des fois le recycleur MCCR Jockey est difficile à rendre étanche, et la veille j'ai détecté une fuite que je n'ai pas su isoler. Je me suis donc levé tôt ce matin pour gérer ce problème d'étanchéité, et les quelques heures de sommeil n'ont pas du tout été reposantes. Donc à 8 heures du matin, j'ai bataillé pendant 2 heures pour trouver la fuite et la traiter, et cette journée a commencé sur les chapeaux de roue. Opération couronnée de succès puisque le recycleur a tenu le test de dépression pendant plus de 7 minutes, donc étanchéité validée. Le reste de la journée en toute détente, il est donc pas loin de 6 heures du soir, et j'ai encore 1 heure avant le coucher du soleil. Avec l'arrivée de l'obscurité, le créneau météo va se clôturer avec l'arrivée des vagues. Je prends le temps de faire quelques prises de vue sympathiques, avec le soleil au travers de l'eau, et de tester le bon fonctionnement des équipements que j'ai mis sur le DPV. C'est un plaisir d'utiliser ce genre de machine puisque, avec la propulsion du moteur, je n'ai plus besoin de palmer. Je garde en tête que j'ai une autonomie inconnue et que le but de cette journée est de pouvoir la calculer. La visibilité n'est pas optimale et en surface, les vagues sont désagréables. Je reste donc un maximum au fond. Au cas où le DPV subisse un problème d'étanchéité, j'ai installé un mousqueton d'éjection rapide qui me permettra de larguer la machine sans me faire emporter dans les profondeurs. J'ai adapté une lecture du voltage dans le hublot qui se trouve à l'avant du DPV pour y calculer au mieux l'autonomie. Il y a donc un voltmètre à cycle et un voltmètre classique, les deux n'indiquant pas forcément la même valeur. Dans ce même hublot, j'ai installé un phare longue portée de 4x4 qui offre 10 000 lumens mais consomme 80 watts. Je l'éteins rapidement après l'avoir allumé pour garder toute l'autonomie de la batterie pour la puissance du moteur et le calcul de l'autonomie. Toute la difficulté pour moi aujourd'hui est de savoir faire demi-tour au bon moment pour avoir assez de batterie pour rejoindre la plage de laquelle je suis rentré dans l'eau. Au plus loin, c'est-à-dire à 660 mètres de mon début de plongée, je fais donc demi-tour. Je vous mets à l'écran une première carte pour vous donner un aperçu de mon itinéraire sous l'eau. Sur le début de mon retour, j'emprunte une faille qui ne passe pas par mon chemin initial et qui m'emmène dans une direction interdite, celle de la réserve. Elle est en effet interdite à la plongée sous-marine, à la pêche, etc. Et il est impératif pour moi de ne pas y entrer. Je profite cependant de ce petit moment de plaisir. Sur le DPV, j'ai une cisaille, au cas où, à ma ceinture un couteau et un poignard sur le mollet. La boussole que j'ai installée au-dessus de la cisaille me permet de me donner une idée sur le cap, sans toutefois d'informations précises et valables, à cause du magnétisme du DPV. Je m'interroge sur mon cap et quitte rapidement cette faille pour ne pas rentrer dans la réserve. Savoir s'orienter sous l'eau fait partie d'une de mes plus grandes difficultés. J'essaie de prendre un cap qui me rapprocherait de la côte en effectuant des petits virages à droite.
Et maintenant, il est temps pour moi de vous parler de cette petite surprise en question. En collaboration avec Monsieur François Palin, le pêcheur de corail, je vous propose aujourd'hui à vous qui me suivez depuis ces dernières années un code promotionnel sur tous les articles de la boutique en ligne de ce pêcheur de corail qui fabrique lui-même ses bijoux avec ce corail des profondeurs qu'il récolte avec le plus grand respect. J'espère que cette occasion vous permettra d'avoir plus facilement accès à ce joyau de la mer. Je suis un fervent défenseur de ce métier, car vous le savez tous, mon père faisait partie de ces rares personnes autorisées à prélever avec parcimonie cette espèce si rare pour nous tous qui sommes à la surface. Je resterai toujours impressionné par la qualité de son travail et par l'engagement qui est nécessaire pour nous rapporter ce joyau de la mer. Je vous invite à aller sur sa boutique en ligne, le pêcheur de corail, pour profiter de ce code promotionnel en tapant corailleur-du-6 max, tout en majuscule, qui est valable sur tous les articles sur lesquels vous jetterez votre dévolu. Merci François pour ton travail. Revenons ensemble sous la mer pour des moments un peu plus compliqués. J'ai commencé ma plongée à 17h57 et au plus profond, j'ai trouvé 10 mètres de profondeur comme c'était prévu. À cet instant, j'aperçois une corde au fond de la mer. La première chose que j'ai pensé, c'était à un balisage de l'entrée d'un trou intéressant. Puis j'ai vite compris qu'en fait c'était un filet. Sur la vidéo, on ne peut pas voir les mailles qui sont complètement transparentes, mais ce filet va du fond à la surface, et j'ai eu énormément de chance d'avoir corrigé mon cap à droite en quittant la faille, sinon je me serais jeté dedans à pleine vitesse. Je me suis arrêté un instant pour analyser, je regarde mon ordinateur, j'injecte un peu d'oxygène pour ajuster la pression partielle dans le mélange gazeux, et je repars. Je longe le filet en espérant tomber sur la fin de cette paroi infranchissable, tout en vérifiant ma petite fabrication artisanale pour maintenir l'accélérateur activé sous prétexte de confort. Je me prépare à ce moment-là mentalement à couper les gaz. On peut voir à ma gauche, malgré mon cap rectiligne, que le filet s'écarte un peu. Je suis actuellement à presque 4 mètres de profondeur. Quand soudain j'aperçois le filet qui se referme. Mon cœur s'accélère et mon cerveau me joue un tour. J'ai l'impression que les filets sont en train d'être tirés. J'effectue une remontée d'urgence pour une levée de doute et coupe le moteur un peu tardivement. À ce moment-là, si je n'avais pas expiré par la bouche ou par le nez, l'expansion soudaine du volume de la boucle m'aurait fait subir une surpression pulmonaire pouvant entraîner ma mort. Sur le graphique, je peux constater une remontée à presque 17 mètres par minute. Une fois en surface, je constate qu'il n'y a pas de bateau et que c'est bien mon cerveau qui m'avait joué un tour. En surface, les vagues rendent la situation désagréable en plus du stress. La remontée rapide a fait chuter la pression partielle d'oxygène et malgré le danger imminent écarté, je n'arrive pas à calmer les battements de mon cœur et ma respiration. Je décide donc de passer en circuit ouvert sur les bouteilles, car je ne veux pas saturer la machine en CO2 et risquer plus tard une hypercapnie. J'essaie d'analyser la situation tout en calmant ma respiration, ce qui n'est pas chose facile à cet instant précis. Je vérifie l'ordinateur suite à ma remontée d'urgence. Et 4 solutions s'offrent à moi. En premier, je peux faire demi-tour pour reprendre le chemin inverse et m'éloigner du filet par là où je l'ai détecté. En second, je peux garder mon cap et découper les filets à l'aide de ma cisaille et de mes couteaux. Mais par respect pour le travail des marins et parce qu'ils n'ont pas à payer mes choix, j'écarte cette solution. En troisième, je peux essayer de passer dessous la corde qui se trouve au fond de l'eau. Mais je vais choisir la quatrième solution qui est de me confronter au filet par la surface.
animé bien sûr par le fait que je préfère rester coincé en surface plutôt qu'au fond de la mer. Après quelques secondes à hésiter, je décide d'aborder cet obstacle en douceur en essayant de calmer ma respiration. Je fais passer le DPV en premier pour bénéficier d'une traction qui pourrait me servir au cas où je reste coincé. Les filets s'accrochent à mon recycleur, puis à mon ordinateur quand j'essaie de me dégager, mais je passe cet obstacle sans abîmer ni les filets ni mon matériel. Je reste vigilant sur le fait qu'il peut y avoir d'autres filets et décide de passer sur le tuba parce que la surface m'offre cette possibilité. Je remets en route le moteur et j'observe mon environnement, une main sur le détendeur de secours. Je garde en visuel la côte et garde à l'esprit qu'il faut que je contrôle le voltage de la batterie pour le retour. Le but étant maintenant de rentrer à la maison. La profondeur diminue et avec elle la puissance des vagues augmente. Petit à petit, je corrige mon cap à gauche en me préparant mentalement à repasser sur le recycleur en circuit fermé. Mon choix de passer sur le circuit ouvert pour pas saturer la machine de CO2 a été pour moi à ce moment-là un choix judicieux et rassurant pour le reste de mon retour. À cet instant demeure encore une inconnue, l'autonomie restante de la batterie du DPV. Le but de cette plongée était en premier de tester cette propulsion sous-marine. En second, d'acquérir un peu d'habitude sur le nouveau setup et je tire plusieurs leçons de cette plongée. Si je dois énumérer les dangers auxquels j'ai été confronté, pour moi, la liste serait la suivante. Dangers liés au filet, désorientation, trop limite en timing pour le créneau météo et le coucher du soleil, hypercapnie due à l'augmentation du CO2 suite au stress, et risque de surpression pulmonaire lors de la remontée d'urgence si je n'avais pas évacué correctement le gaz de la boucle. Pour le propulseur, la panne totale de propulsion et l'autonomie insuffisante font aussi partie des risques auxquels j'ai été confronté. Je coupe le moteur et prépare le changement de circuit. Le réglage de la flottabilité du DPV n'est pas optimal et rend mes manœuvres matérielles un peu plus compliquées. Je repasse sur le recycleur et ajuste la pression partielle d'oxygène, avec toujours cet inconnu concernant l'autonomie pour mon retour en toute sécurité. Il n'est pas exclu à ce moment-là que je doive faire beaucoup d'efforts pour rattraper la plage. J'amorce la descente pour trouver un peu plus de confort au fond de la mer, bien que le fond soit quand même tout proche de la surface. Je décide de me rapprocher un maximum de la côte par sécurité. Avec toutes ces acrobaties, le voltage a considérablement chuté et il est impératif de fixer un bon cap pour optimiser la distance de retour.
Des plus grands imprévus en découlent souvent les plus belles leçons, et aujourd'hui j'ai pu constater que mon niveau de sang-froid n'était pas à la hauteur de mes espérances. Je me suis laissé dépasser par les événements, ce qui a impliqué une augmentation rapide des battements cardiaques et une surproduction au niveau du CO2. Pour les prochaines plongées, je serai plus attentif au filet et je m'appliquerai à garantir une meilleure marge de sécurité au niveau du temps et de l'autonomie électrique. J'aurais pu simplement couper les filets, mais j'ai un grand respect pour les gens qui travaillent en mer parce que c'est un métier difficile et souvent incompris et ingrat. Je parle bien évidemment des petits pêcheurs. Je confirme mon cap par 2 fois. Et réenclenche l'accélérateur pour un retour le plus rapide possible vers mon point d'entrée. On peut entendre sur la bande sonore que plus les minutes avancent, plus le voltage baisse et plus mon évolution est lente. Le stress de tomber en panne de propulsion grandit, mais je rejoins la côte en toute sécurité. L'histoire avec ces filets m'aura fait faire un détour de 40 mètres en distance. Je peux noter aussi quelques points forts. Avoir su passer rapidement sur le circuit ouvert pour garantir la bonne qualité des gaz respirés est une qualité que je n'ai pas toujours eue. Le choix de passer au-dessus des filets a aussi été un choix judicieux, tout comme faire demi-tour au bon moment. En parallèle, je suis fier de mon travail de rénovation sur cette machine qui a maintenant presque 70 ans et heureux d'avoir enfin trouvé les bons réglages au niveau du matériel que j'ai sur le dos. Et là je parle notamment de la flottabilité, du trim et du trim latéral dû au fait que je n'ai qu'un seul jockey sur l'épaule droite. Je rêve dans ma vie future de pouvoir mettre un deuxième jockey, ce qui allègera mon setup et garantira une symétrie au niveau de l'hydrodynamisme et du trim latéral. La luminosité diminue et je teste le bon fonctionnement de mes éclairages car j'ai sur le casque 2 lampes de sécurité, une principale et une de secours. Elles m'offrent dans tous les cas une autonomie de 4 heures en lumière. Je vous mets à l'écran en premier la carte du moment où j'ai été confronté au filet. Puis la carte de mon évolution totale sous l'eau. En tout, si j'ai bien compté, j'ai effectué 1360 mètres avec 80% d'autonomie parce que rappelons-le, je n'ai pas commencé ma plongée à 100% de batterie. Vous avez pu voir dans cette vidéo que je plonge seul, engageant donc un peu plus de risques que si j'étais avec un binôme. Mais ça ne veut pas dire que je n'étais pas sous surveillance. En effet, sur la plage, 3 personnes me surveillaient de loin et ils m'ont aidé à m'équiper et à me déséquiper. Je tiens à remercier Lisa, Jean-Paul et France pour leur aide précieuse ce jour-là. Merci beaucoup. À mon arrivée réelle à la plage, il était 18h57 et cette plongée aura donc duré 1 heure. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est des plus grands imprévus que je tire les plus belles leçons. Il est temps pour moi de me déséquiper et de vous partager quelques images de la météo qui s'est levée après le coucher du soleil. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette aventure et le but de ce partage au travers de cette vidéo n'est en aucun cas de prétendre être meilleur que qui que ce soit,
bien au contraire, mais plutôt de laisser une trace sur les risques liés au filet que nous sommes tous susceptibles de croiser, surtout tôt le matin et tard le soir. Si j'avais vu cette vidéo avant de plonger ce jour-là, j'aurais certainement été un peu plus attentif quant à mon environnement. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance et je continue à penser que même seul sous l'eau, quelqu'un veille sur moi. Prenez soin de vous et à bientôt.